Privilégiées auditrices, honorables auditeurs de la radio des femmes, des enfants et de la musique, bienvenue dans l'émission Voix de femmes. Voix de femmes reçoit dans ce numéro Madame Dioro Ndiaye, professeure. Bonjour. Bonjour, Madame Lee. Bienvenue dans la radio des femmes, des enfants et de la musique. Je vous remercie. Vous avez un parcours, si l'on interroge Google à votre propos, il nous dit que vous êtes originaire de Bignona, de la Casamance. Vous êtes médecin de formation, femme politique, plusieurs fois également ministre. Vous avez été directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour l'immigration. Après des études de médecine à Dakar, Bordeaux et Paris, vous devenez l'une des premières africaines reçues à l'agrégation de médecine. Vous exercez ensuite des fonctions de chef de département d'odontologie et de stomatologie à l'université. Stomatologie, Oui. Merci de me corriger, à l'université Charente Diop de Dakar. Vous êtes ensuite nommé ministre du développement social dans le gouvernement socialiste formé en 1988. Sous le deuxième mandat du président Abdou Diouf, en tant que ministre de tutelle, vous êtes confronté au conflit sénégalo-mauritanien qui éclate en 1988-1989. Vous coordonnez des opérations humanitaires et recherche de solutions pour les réfugiés temps de tutelle. Vous êtes sénégalais que mauritanien. Dans le gouvernement du 27 mars 90, vous devenez ministre délégué auprès du président de la République chargé de la condition de la femme sénégalaise et de l'enfant dans les gouvernements formés par Habib Thiam en 1993. On vous confie le poste de ministère de la femme, de l'enfant et de la famille. Aminata Mbengue Ndiaye vous succède à ce poste en 1995, alors qu'elle-même, en tant que présidente de la conférence nationale des femmes africaines, participe activement à la préparation de la 4e conférence mondiale sur les femmes qui se tient à Pékin en septembre de la même année. Vous voulez ajouter quelque chose à votre propos ? Je voudrais juste dire que je suis née à Bignona, mais Oui. je ne suis pas de la Casamance. C'est toujours l'erreur que les gens font. Je m'identifie à toute la population sénégalaise. Je n'ai pas de région particulière, mais je veux juste qu'on dise les choses comme elles sont. Je suis née en Casamance, je suis née à Bignona. Mon papa est le premier enseignant, donc instituteur, affecté à Bignona. Il a créé la première école de Bignona. Et c'est en face de cette école-là que je suis née. Actuellement, la maison où je suis née fait face à la gendarmerie de Bignona. Et puis ensuite, mon papa s'est lié, bien entendu, à tous les grands leaders casamançais de son époque, Hassan Seck, et tout, le papa de Bruno Diatta, la plupart des gens. Abdoulaye Fofana aussi était enseignant à cette époque-là en Casamance, et ils se sont beaucoup liés à ça. Donc le papa de mon étudiante qui est devenue professeure d'université aussi, Adam Marisek, j'ai été très liée à ces familles-là. Ils vous ont un peu balisé la voie aujourd'hui pour que vous deveniez, comme on le dit, parmi les femmes africaines, les leaders. Ils m'ont tous coaché. J'ai jamais eu de sens interdit avec ces familles et ces grandes personnalités. Et on a gardé des liens que j'ai essayé moi-même de cultiver. Et puis, ma foi, je suis devenue ce que je suis devenue. Mais je suis devenue ce que je suis devenue parce que nous sommes une famille qui croit beaucoup à l'éducation. Notre père était éducateur et notre maman, bien qu'elle n'ait pas été à l'école, comprenait tout ce qui se disait. On parlait français et c'est venu tout naturellement, on parlait français dans la maison. Mais elle répondait chaque fois avec beaucoup d'à-propos sur toutes les questions dont nous discutions. Donc, si elle ne parlait pas français, elle comprenait le français, elle l'entendait, comme elle aimait le dire. J'entends le français. Donc, voilà, c'est dans ces conditions-là que j'ai grandi. J'ai fait mon école primaire à Rufisque, mon école secondaire aussi, l'autre partie en Haute-Savoie, près à Annemasse même, parce que mon papa était le premier ambassadeur
du Sénégal en Suisse après les indépendances en 62. Donc je suis partie, j'ai fait mes études secondaires jusqu'au BFM à Annemasse et nous sommes rentrés. J'ai eu mon bac au lycée Kennedy et je me suis mariée tout de suite après et je suis partie faire mes études à Bordeaux d'odontostomatologie et j'ai rejoint... C'est quoi cette spécialité-là? C'est l'odontostomato, l'odonto c'est les dents. Et la stomato, c'est tout ce qui tourne autour. C'est la bouche, c'est hygiène buccale, bucco-dentaire. Oui, voilà. Donc, parce que dans cette spécialité, il y a aussi des détails très, très précis, des choses beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus poussées, beaucoup plus sharp, comme on dit en anglais, et qui vous amènent à la chirurgie buccale. Et moi, j'ai fait santé publique dentaire comme spécialité avec quelques CES, on appelle cela des certificats d'études supérieures en orthodontie pour comment redresser la manière dont les dents sont rangées en bouche, surtout chez les enfants, et puis surtout le management des services de santé. J'ai beaucoup travaillé dans la gestion des services de santé en général, en particulier la gestion des services de santé bucco-dentaire. Et vous avez également exercé directement, c'est-à-dire que vous vous êtes occupé pendant des époques de votre vie de l'hygiène bucco-dentaire. Quand j'étais jeune, j'étais pendant combien de temps? Je l'ai fait jusqu'à après mon agrég, donc je l'ai fait de 1975. On fait partie de la première cohorte de 7 chirurgiens dentistes, je me souviens. En 1975, nous étions les premiers aussi à soutenir nos thèses de second cycle à l'université Cheikh Anta Diop avec le professeur Marc Sankalé et Ibrahim Diop, et puis, ma foi, on a eu à faire les cours. J'ai exercé comme n'importe quel odontostomatologiste dans un cabinet à l'université, Cheikh Anta Diop, et j'ai fait ma thèse de 3e cycle, j'ai fait le maître assistanat et j'ai passé l'agrégation en 1983. D'accord. Et après cela, vous avez eu des fonctions dans le gouvernement qui vous ont également amené un peu partout au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Oui. Quel regard vous jetez sur ce travail-là? Écoutez, beaucoup de fierté. Je dois dire que notre travail était certainement moins difficile que maintenant avec mes pairs, mes jeunes collègues, que je salue au passage. Ils ont une tâche extrêmement difficile parce que l'odontostomatologie a évolué. Et ici à Dakar et au Sénégal en particulier, nous restons toujours dans le même carcan, dans le même cadre qui allie la médecine, la pharmacie et l'odontostomatologie. Et je crois qu'on est arrivé à un point où, que ce soit la pharmacie comme l'odontostomatologie, ils sont assez matures pour mériter qu'on leur permette d'évoluer par elles-mêmes, parce que les sciences évoluent, la recherche évolue, les outils, les matériaux de travail évoluent. Vous parlez là de l'impératif de la mise à niveau, quelle que soit l'époque et les changements qui se présentent face à nous. Je parle de la liberté que l'on devrait donner, une liberté administrative, une liberté académique que l'on devrait donner davantage pour ce qui me concerne à l'odontostomatologie. Je pense que les pharmaciens sont assez grands pour parler eux-mêmes. Mais je suis d'accord avec mes jeunes collègues qu'il faut que l'odontostomatologie évolue. Vous savez, quand nous sortions en 1975, on avait peut-être un chirurgien dentiste pour 500 000 habitants. L'offre est très en deçà de la demande. Et comment? Est très très loin. Alors que maintenant, nos instituts ont formé des cohortes d'odontostomatologistes absolument
achalandés, crédibles. Il y en a qui restent dans la fonction publique, d'autres sont dans le privé, mais l'un dans l'autre, l'offre est toujours en deçà de la demande. Donc, il faut que, et je le suggère à mon collègue Marito Niane, que de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, qu'il connecte ou qu'il intègre des unités d'enseignement, que ce soit appelé institut ou faculté, et pourquoi pas une faculté qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi pas les appeler carrément faculté et embrasser le mouvement qui apporte à ces structures-là et les capacités et la structuration et la programmation et le produit fini que ces structures doivent générer. On a des universités. J'ai vu la cartographie de la prochaine entre 2016 et 2019. J'ai vu comment la cartographie des instituts, facultés et centres de recherche universitaires est programmée. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il faut en profiter pour créer tous les nouveaux métiers et toutes les nouvelles filières qui créent des emplois pour que nos jeunes puissent les embrasser. Je sais qu'une de nos collègues, Madame Sall, Aminata Diallo, elle est en charge de cela dans le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et je l'encourage. Je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Et alors, il faut créer les structures qui sont capables de phagocyter la demande de formation actuelle. Il faut apporter des solutions. Oui, tout à fait. Et cela va contribuer d'ailleurs au profilage de nos ressources humaines et on en a besoin. On a besoin de ressources humaines de qualité pour pouvoir embrasser tous ces programmes ambitieux que constitue le PSE, par exemple. Chez nous, on a tendance à sous-estimer ces questions d'hygiène bucco-dentaire, par exemple, et aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, ça amène d'autres complications. On parle même d'AVC, on parle même de prédisposition pour les cancers. Avec ce problème-là, comment focalisez-vous le plaidoyer, la sensibilisation? Mais vous avez vu, je crois qu'il y a juste une dizaine de jours avec le professeur Adam Mariksek Diallo et toute l'association des chirurgiens dentistes du Sénégal, on s'est retrouvé en petit nombre au Dara de Malika parce que nous voulions initier ce qu'on appelle un programme incrémental dans une structure vulnérable à tout point de vue, puisque ces jeunes-là, si on ne les aide pas à assurer même la pitance quotidienne, l'administration de cette école, de ce DARA, vit des problèmes réels. Donc on était allés et ils ont décidé de prendre, c'est une école de 200 garçons et filles, qui tous ont été consultés, les soins, les premiers soins donnés, la prévention donnée, y compris le plaidoyer pour une bonne hygiène bucco-dentaire. Nous avions à l'époque, quand j'étais en santé publique, ce même programme qui amenait les étudiants de 5e année, de 4e et de 5e année qui se faisaient la main dans certaines écoles que nous avions identifiées, que nous avions ciblées autour de l'Institut d'odontologie et de stomatologie. Et au fil du temps, chaque année, nous revenons dans la même année parce que chaque année, il y a la tête de la cohorte, c'est-à-dire les CM2 qui, normalement, ont fait l'entrée en 6e et sont partis, mais il y a une cohorte qui rentre, le CI rentre à l'école. On prend donc une école comme cela pendant 4 ou 5 ans. Vous avez le temps de faire de la 6e au CM2, et ces enfants sortent de CM2 avec une bouche à peu près correcte, prête à aller à l'adolescence, au lycée, à l'université. Vous y prenez au bon moment, on s'y prend dès le bas âge. Et si on pouvait avoir un système incrémental comme cela, qui lie le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, à l'université de Dakar et à l'association des chirurgiens dentistes, je suis sûr qu'on aurait un impact réel sur la santé. Oui, vous m'avez
avez dit que c'est une mauvaise hygiène et source de certains soucis, en particulier par rapport au cancer, Oui. aux AVC, etc. C'est que ce n'est jamais seul. Le malheur n'arrive jamais seul. Non, on a une carie mal soignée ou bien carrément une maladie bucco-dentaire qui évolue vers un cancer, et on en connaît, arrive souvent dans un site qui n'est pas propre, qui n'est pas ce qu'il devrait être. C'est pour ça qu'on dit que les chirurgiens dentistes aussi ont un rôle dans la prévention de certaines maladies générales, mais également dans certains cancers. Vous avez été ministre chargé de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui, quel regard vous jetez sur la société, sur l'émancipation des femmes, les droits des enfants, le respect, tout ce qui concourt à l'épanouissement de la femme et de l'enfant, un pan important de la société? Oui, nous avons beaucoup fait. Effectivement, je crois que on peut tout dire, sauf que rien n'a été investi dans les ressources humaines. Moi, je suis quelqu'un qui croit en cela. C'est la vraie matière première. Ah oui, je suis convaincu qu'une bonne ressource, on peut faire tout ce que l'on veut avec une bonne ressource humaine, formée, formatée, à qui on injecte toutes les qualités qu'il faut pour que cette personne soit un bon citoyen, un citoyen imbu de toutes ces valeurs que nous voulons patriotisme, avoir. Servir la nation. Absolument. Capacité, expertise, compétence, honnêteté, et toute la délicatesse qui entoure tout cela. Donc, globalement, on a fait ce que nous devions faire avec les moyens que nous avions à l'époque. Mais la société sénégalaise, elle change beaucoup. Elle a énormément évolué. Et si on veut répondre correctement, offrir les services de qualité que cette société maintenant réclame, que ce soit que ces réclamations soient d'ordre administratif, d'ordre éducationnel, d'ordre culturel, d'ordre de la santé, etc., pour que nous puissions répondre correctement, que l'interface soit correcte, bien structurée et alerte à répondre à ces demandes qui sont assez spécifiques pour la marche de la société. Je pense qu'on peut aller de l'avant. Je pense qu'il n'y a pas de nostalgie à avoir. On a fait les femmes ont été alphabétisées. Elles le sont encore et il faut continuer parce que des cohortes arrivent alors que d'autres partent et que la croissance démographique doit aussi être prise en compte quand on analyse ces faits de société et les mutations qui accompagnent les différentes strates de la société sénégalaise. Donc, si vous prenez les cibles que moi j'ai eu à gérer, en fait, le développement social avait presque tout le monde. Il y avait les femmes, il y avait les enfants, il y avait le troisième âge. Que ce soit des enfants, il y avait des garçons et des filles. Il y avait une approche inclusive. C'était une approche inclusive et tout à fait horizontale. On a pensé les programmes de développement social dans ce pays dans une approche multidimensionnelle et plurisectorielle. Si bien que on devait, et on a eu à travailler avec plus ou moins de bonheur chaque fois, bien entendu, mais on a essayé de travailler avec tous les ministères du gouvernement, parce que le ministère du Développement social était la boussole, en réalité, de ce qui se passait dans le gouvernement. L'appellation en dit long, ministère du Développement social. C'était c'était la boussole, donc c'était une matrice que l'on gérait avec des signaux que nous percevions à partir de la base, que nous partagions avec nos collègues des autres ministères et avec lesquels nous construisions les réponses à ces demandes qui venaient de la base. Donc la problématique de la société sénégalaise centrait sur ce que la femme est, comment on la construit, comment on la structure, comment on lui donne les réflexes qu'il faut
pour qu'elle soit en phase avec les exigences du développement de son pays, eh bien, ça a commencé, pas avec moi, ça a commencé par Caroline Diop, ça a commencé par, que l'on oublie souvent, Mantoulaye Guène, Maïmouna Kane. Mais ici, à la radio des femmes, des enfants et de la musique, nous ne l'avons pas oublié. Elle a été Lingère du jour un mercredi. Vous avez bien fait, parce que si on est actuellement, en ce moment-ci, à ce niveau du développement du pays, on a dû commencer par quelque part. Et elle était là au départ. Chaque décompte commence par 1. Absolument. Donc, toutes ces personnes qui sont passées, et même des hommes, parce que n'oubliez pas Ben Madi Cissé, Babacar Diagne, qui a été ministre de l'Action sociale également, et on a pu conjuguer tous ces efforts-là pour faire des translations au fur et à mesure que les choses nous le permettaient. Autant le budget le permettait, mais la réflexion aussi le permettait, pour aller de A jusque là où moi j'ai trouvé le ministère du Développement social après Mantoulaye Guène. L'époque de Mantoulaye Guène et de Maïmouna Kane, ce sont des époques clés. Parce que dans l'évolution du développement social, c'est avec elle où tout le monde a été très très clair dans la centralité de la femme dans tout processus de développement, qu'il fallait investir en elle, en l'éduquant, en lui donnant la santé, en lui permettant d'avoir de l'argent et du temps pour s'occuper d'elle-même, et en lui permettant également de faire une bonne planification familiale, de faire moins d'enfants, mais des enfants qui soient solides. Des facteurs d'épanouissement de la femme et de la société. Donc c'est avec elle qu'on a commencé cela. Et depuis Tata Karo, qui était très très politique, parce que c'était le départ et il fallait mobiliser et créer un certain esprit, une certaine conscience militante de la femme. Ça se justifiait quelque part, être là au cœur dans les instances de décision pour plaider pour les femmes. C'était stratégique. Et elle a écrit ce qu'elle a laissé montre qu'elle a eu énormément de difficultés pour arriver à ce qu'elle a fait. Mais donc, une fois qu'elle a eu à faire ça, il fallait être absolument dexter. Et je rends hommage à celles qui lui ont succédé, parce qu'il a fallu injecter d'autres aspects. L'aspect éducation, l'aspect civisme, l'aspect agent de développement, pas seulement militantisme politique de parti, mais militantisme... Noblesse de la politique, vide la cité, cause... politique avec un cas, donc la politique avec un cas. C'est ce bruissement qu'on a commencé avec elle, et c'était pas évident, parce qu'il fallait convaincre un certain nombre d'acteurs. Parce qu'il y avait des pesanteurs socioculturels. Mais ne serait-ce que la révision de du code de la famille. Oui. Le code de la famille a eu à être révisé pendant cette période-là, et des articles qui sont assez spécifiques, tels que ceux parlant de l'autorité parentale, l'autorité du père, que tout dépendait du père et non pas du parent, et le parent peut-être la maman comme le père. Toutes ces nuances-là, on a pu les introduire dans le code de la famille pendant cette période-là. Ensuite, il y a eu tout ce qui a été fait comme investissement intellectuel et technique pour que les femmes deviennent petit à petit des agents de développement, des groupements de promotion féminine que l'on transformait en GIE petit à petit, et qui prenaient à bras le corps des femmes. C'était le départ de l'autonomisation des femmes. L'autonomisation économique des femmes dont on parle maintenant, c'était bel et bien à cette époque-là. Et on a eu à offrir aux femmes avec les différentes strates. Vous savez, quand on parle femmes, on a tout de suite à l'esprit la femme rurale. Ce n'est pas seulement ça. Nous tenions compte des besoins, des problèmes et des Pourquoi services. C'est une réalité? Parce qu'elle a ses difficultés à elle mène des tâches difficiles. Et elle fait partie de la nation, elle fait partie de la société. Elle manque par exemple de structures sanitaires, comme vous dites, et tout le reste. Oui, mais elle manque d'endroits où faire étudier, d'endroits où commercer, pour échanger. Elle vit des injustices de la société. Les inégalités
l'inégalité sociale C'est aussi ça. étant là, le problème culturel est là, les pesanteurs sociales sont là, il faut faire avec et il faut donner les réponses Mais qu'il vous, faut. vous dites que la femme aussi de la capitale, elle aussi, elle a ses difficultés. Non seulement elle a ses difficultés, mais les jeunes filles de la capitale ont leurs difficultés, les étudiantes ont leurs difficultés, les femmes qui sont dans la recherche ont leurs propres spécificités. Et on a les femmes fait scientifiques. les femmes scientifiques. Et on a essayé d'amener tout le monde, surtout d'écouter les gens et de construire, nous, notre réponse en fonction des besoins qui auront été identifiés auprès de ces groupes qui sont des groupes spécifiques. Et puis la question de la famille. La question de la famille aussi a été secouée pendant cette période-là. On a eu 1994, l'année internationale de la famille, et le Sénégal a été primé pour les programmes que nous avions initiés en termes de famille productive. Que dans une famille, non seulement la femme est un agent de développement, un agent qui crée de la richesse et de la croissance, si on la forme bien, mais également les jeunes, les garçons et les filles dans la famille, les membres de la famille. Le père, on ne l'exclut pas, mais le père, lui, il a tout sur un plateau d'argent. C'est-à-dire, c'est le père qu'on recrutait, c'est le père qui travaillait. C'est des choses qui sont venues naturellement. Qui sont venues tout à fait naturellement. On ne les excluait pas, mais je veux dire comment construire la force de travail et de production autour de la femme et de ses enfants. Il y avait une lecture objective de la réalité simplement. Tout simplement. Et on a pu la transcrire, on a pu la vivre, on a pu l'expliquer au plan national comme au plan international. Et nous avons eu ce prix-là. Je crois que même le troisième âge n'était pas en rade, même si les programmes à l'époque étaient davantage des programmes d'ordre humanitaire, d'aide et de secours, et non pas d'utilisation de la connaissance des personnes du troisième âge. On l'a tenté dans les garderies d'enfants. On a créé ce qu'on a appelé les noyaux d'enfants, les cases des tout-petits, en réalité, que vous avez maintenant ici. C'était des constructions à partir de 2 grands projets, 10, 5, il y avait 10 régions, 5 du PDRH et 5 du projet BAD. L'un était géré par Khadijatou Ndiaye, l'autre était géré par Khadifal Ndiaye. Et elles se sont partagées donc les 10 régions pour créer des maisons dans lesquelles on crée des petits jardins d'enfants qu'on appelait des noyaux d'enfants, et on utilisait les grands-parents comme leur encadreurs, savoir, leur sagesse, et comme encadreurs pendant que les mamans vaquaient à leurs occupations. Et du coup, les personnes du troisième âge se sentaient utiles et impliquées dans la vie de la société. Ils n'étaient pas rejetés comme ce mal-être des personnes du troisième âge auquel on assiste. Tout à fait, malheureusement. Mais je pense qu'on a pu faire quelque part avec eux. Je ne sais pas ce que ces programmes sont devenus, mais il est certain qu'on a de la ressource là-bas. D'accord. Vous avez été au cœur, au sommet de l'Organisation internationale des migrations, un phénomène, le large devenu un peu le mouroir. La semaine dernière, il y a 170 Sénégalais qui ont été sauvés des larges des côtes libyennes, revenus au Bercail, ici au Sénégal. Quelle est votre réaction, votre lecture face à cette émigration clandestine qualifiée par beaucoup par un drame humain? Oui. C'est très triste. Moi, je suis très, très triste et je suis très sensible à ce qui se passe dans la migration irrégulière. Je ne l'appelle pas clandestine, je l'appelle irrégulière. C'est une migration qui n'est pas préparée, c'est une migration qui n'est pas pensée, c'est une migration qui ne suit pas un processus logique dans son déroulement. Or, la migration est quelque chose, est un facteur de développement. Cette mobilité des gens. C'est pas une malédiction en soi. Non, absolument pas. Mais il y a des conditions. Il faut la préparer, il faut connaître le terrain dans lequel on va, il faut connaître le pays dans lequel on va, il faut connaître les mœurs, les traditions, l'administration du pays où l'on va. Mais moi, j'ai été une migrante, mais j'ai été une migrante régulière en tant que numéro 2 de l'OIM. Précision de taille, régulière. Absolument. Mes enfants ont été des migrants et ce sont des migrants réguliers et rien n'empêche
que les Sénégalais le fassent. Le problème que nous avons ici, c'est un problème de discussion, de dialogue, d'interface entre nous, quand je dis nous, je pense toutes les personnes qui savent de quoi on parle, et la population qui veut partir, c'est-à-dire les populations qui vivent dans les zones à fort potentiel migratoire. On les connaît. Je sais que l'agence pour les Sénégalais de l'extérieur y travaille. Je les ai vus accueillir la première vague. La seconde viendra et d'autres vont venir dans les jours qui viennent. Il faut s'y attendre parce que cette migration, elle n'est pas préparée. Ce que nous pourrions faire, peut-être, c'est nous asseoir et voir quels sont les services les plus compétents du gouvernement qui pourraient être ensemble, se mettre ensemble et construire ensemble une réponse à ces vagues départ. Il y en a qui sont déjà partis et pour lesquels je crois que la meilleure des choses, c'est de les aider à revenir dans le pays de manière digne, les accompagner à une réinsertion, si réinsertion il y a d'ailleurs, parce qu'on réinsère des gens qui étaient déjà dans un processus d'insertion. Donc, il faudrait que nous puissions préparer ces gens. C'est une question complexe, c'est ça. Difficile et complexe, mais qui n'est pas inaccessible. C'est pas une fatalité, on peut y apporter des solutions. Il faut juste avoir le courage de nous asseoir tous ensemble et de voir comment les personnes qui partent, qui veut partir. Et ça aussi, il faut de la transparence. Il faut que les gens qui veulent partir se fassent connaître par les services. On a une organisation décentralisée, notre administration elle est décentralisée, donc on a les sous-préfets, on a toutes nos autorités locales, on a les maires, on a les présidents de communautés rurales. On peut il nous faut un plan national. Oui, discuter de cela. Ceux qui doivent partir, il faut qu'on sache où ils doivent aller et comment ils vont y aller. On va leur dire comment ils vont y aller. Parce qu'il suffit d'identifier là où ils veulent y aller. Là où ils veulent aller, il y a des prérequis. Il y a des exigences de la part de ces pays qui sont souverains, qui ont leurs lois, qui ont leurs textes et qui disent voilà nous comment les choses marchent chez nous. Si vous voulez aller chez eux, mais si je veux venir chez vous, je vous appelle. Si vous ne m'invitez pas, je vous appelle au moins pour vous demander si vous voulez me recevoir ou pas. Il y a un minimum, on va dire. Il y a un minimum. Donc il y a tout ce travail-là qui doit être fait ici, in situ, dans la cité, chez nous, et qui est en train, je pense, d'être organisé. On va aussi essayer de détecter l'expertise un peu des personnes. Oui, mais il y a beaucoup leur domaine de compétences. Tout à fait. La France, à un moment donné, avait donné une liste de 118 métiers qui les intéressaient pour recueillir des travailleurs dans ces secteurs-là. Et c'était au pays d'origine de les préparer à cela. Et il y a eu des essais. Je ne sais pas si ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché par ailleurs, mais il y a eu cet essai-là. D'autres pays ne se donnent pas autant de peine. D'autres pays attendent que les jeunes arrivent, on les identifie et on les renvoie. Et la grosse erreur que la plupart des Sénégalais qui vont à l'étranger de manière irrégulière et qui demandent asile, disent qu'ils demandent asile. On demande asile quand on vient d'un pays... De façon régulière. Non, d'un pays en guerre ou d'un pays en crise. Au Sénégal, les gens sont en paix. Et encore... Il y a des conditions pour la demande d'asile. Absolument, qu'ils ne remplissent pas. Donc, leurs demandes sont déboutées. Et ils deviennent tout aussitôt... soit ils restent dans le centre où on les a identifiés et sélectionnés, ou bien alors ils rentrent dans la clandestinité. Et voici la migration clandestine. Donc, il faudrait que les gens qui viennent, qu'on puisse les répertorier, et je pense que c'est en train d'être fait. Une fois que c'est fait, il faut qu'on les trouve là où ils
vivent, qu'on puisse discuter avec eux et qu'on ait un plan de travail. Je sais que l'OIM, mes collègues de l'OIM, ils travaillent beaucoup avec le ministère des Sénégalais de l'extérieur, l'Agence pour les Sénégalais de l'extérieur, la Croix-Rouge également, mais toute la Croix-Rouge est capable aussi d'aider à ramener ces personnes-là jusque chez elles et, ma foi, de leur donner même un appui psychosocial, un accompagnement psychosocial. Mais l'un dans l'autre, que ce soit l'OIM, que ce soit les autres organisations humanitaires que nous avons ici nos dans dirigeants, le pays, nos gouvernements, oui, quelque part dans ce problème d'émigration, de migration irrégulière, comme vous dites, vous ne pensez pas que les dirigeants ont une certaine part de responsabilité? C'est comme si on peine à retenir notre enfant dans notre maison. Mais écoutez, il n'y a pas de ça un peu? C'est trop facile. Moi, je trouve que c'est trop facile. C'est pas parce que je n'ai pas ce que je veux ici que je vais prendre mes bagages et partir. Comme ils sont en train de Je peux m'armer de courage, d'abnégation et faire quelque chose. Il faut les éduquer. La migration ne se fait pas comme cela. Donc, il faut que l'on puisse préparer le terrain à ces gens qui doivent partir, qu'on leur donne les outils et qu'on dialogue, surtout que l'État sénégalais dialogue avec les gouvernements des pays qui sont aptes à les recevoir. Voilà. Et on a vu également les femmes et les enfants dans ce problème de migration irrégulière. Il y a des on femmes a été et des enfants qui... Oui, des bébés, l'image de cette petite malienne. Il faut leur parler. Il faut leur parler. Ce n'est pas la faute du gouvernement si les gens ils vont comme ça. Je suis désolée. Il faut parler aux populations. Elles n'ont pas le droit d'aller à la dérive comme cela. Et quand il y a de partir vers la mort un peu. Oui. Il y en a qui le disent, ils disent Barça ou Barça. Voilà. Ça en dit long, sociologiquement, psychologiquement, oui, à tout point de vue. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que c'est la meilleure option? Ce n'est pas la meilleure option. Il faut se battre. La vie n'est pas facile. Elle n'est pas facile ici, elle n'est pas facile non plus là où ils veulent aller. Et c'est pire, je crois, ailleurs. Là où ils veulent aller. Et les gens c'est des mirages, c'est l'illusion. Il y a aussi les trafiquants de personnes, il y a les marchands d'illusions également. Oui. Et ceux, ils sont à combattre. Et il y a des textes internationaux qui les combattent. On les ratifie et on les applique chez nous. Mais seulement, la plupart du temps, on les laisse partir. En Libye, par exemple, tout le monde connaît les trafiquants. Ils les connaissent. Les jeunes ont raconté qu'ils leur font du harcèlement, ils leur font de l'arnaque, ils en abattent même devant leurs yeux. Et pourtant, ils le racontent et personne n'intervient, parce qu'ils doivent savoir que les gens ont des difficultés à intervenir dans un autre pays tant qu'on n'a pas un certain nombre d'accords diplomatiques ou de liens diplomatiques qui nous permettent d'intervenir. Ça va être de plus en plus difficile. Je veux dire aux Sénégalais qui veulent aller en Europe, que ce soit à travers la Libye, que ce soit ailleurs, et qui prennent les pirogues, qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut arrêter, parce qu'il faut absolument qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'issue. Parce que les pays vers lesquels ils veulent aller, ces pays, ils sont en train de s'organiser. Ils s'organisent parce qu'ils ont des besoins, ils ont des problèmes qu'ils doivent résoudre. Ils sont attirés par ces pays parce que ces pays-là se sont développés. Ces pays se sont développés parce qu'ils y ont cru, ils ont travaillé. Et c'est à nous également de développer nos pays. Et ils peuvent rester. Ils peuvent rester. Et ce qu'on leur donne comme argent, parce qu'il semble que cela coûte cher. Et qu'une fois que les trafiquants ont perçu l'argent, soit ils déchirent leur carte d'identité ou les pièces en tout cas que les gens ont, et ils ne les revoient presque à quoi même bon pas. se demande-t-on? Voilà. Alors pourquoi ce gâchis? Que ceux qui sont déjà partis racontent ce qu'ils ont vécu et que les autres en tiennent leçon. Parce qu'il faut que ça cesse. La migration, elle doit être régulière. Elle est bénéfique quand elle est régulière. Elle est source de développement et de croissance quand elle est régulière. On renvoie de l'argent ici, je sais, on a eu 2,5 fois plus de fonds transférés par nos Sénégalais de l'extérieur l'année dernière, comptant pour notre PIB, et c'est extraordinaire. Mais tout ça, c'est dans la régularité. Il faut que ce soit régulier.
Il faut que ça, parce que c'est à ce moment-là que le migrant gagne quelque chose, que son pays y gagne et que le pays d'accueil également y gagne. Parce que le pays d'accueil aussi utilise la force de travail du migrant. Donc, il y a toute cette problématique qui entoure le départ de nos jeunes et je suis convaincu que des structures comme l'Union européenne, mais également les chancelleries au plan bilatéral, en particulier l'Espagne ou l'Italie ou même la Suisse, ils seraient certainement... L'Union européenne. Oui, ils seraient certainement d'accord pour qu'on puisse en parler et qu'on mette carte sur table. Mais les jeunes doivent être éduqués. L'éducation à la migration, elle existe. L'éducation à autre chose également. Mais si on veut voyager, si on a un projet migratoire, et c'est un projet migratoire dans le vrai sens du terme, avec un objectif, si on a un projet migratoire, les gens peuvent discuter et aider à le réaliser. Sinon, qu'on se batte et qu'on travaille dans le pays. Les ressources sont là, les programmes sont là. Autant s'insérer dans ces programmes-là. Et l'État fait... L'État fait tout pour retenir ses enfants. Mais ça saute aux yeux. Tous ces nouveaux programmes ouvrent, créent de nouveaux emplois. Des perspectives. Oui, des perspectives pour nos jeunes. Il suffit d'être, je pense, de voir les choses avec sérénité, avec courage et détermination. Il y a une grande volonté politique pour retenir les gens. Qu'ils soient jeunes ou pas jeunes d'ailleurs. D'accord. Chose promise, chose due. Nous sommes à 15 minutes de la fin de l'émission. On va procéder au petit résumé comme vous le vouliez, bien sûr. En Wolof, ci émission Baatu Jigéen ñi ñuy dalal Madame Dioro Ndiaye nekk koo xamante ne mi ngi gane àddina ca Bignona jàng loo xamante ne dafa jëm tamit ci wàllu wér-gu-yaram rawatina ci li nga xamante ne moo di cet ak it wér-gu-yaram bu gémmiñ ak it bëñ ak lépp lu mu laaj mu bokk ci jigéen ñu njëkk a tànn fii ci Afrique ak it ci Sénégal ñu dénk leen ay ndombal tànk mu nekkoon jëwriñ ji ñu dénk wàllu jigéen ak it tout tànk yi professeur madame Dioro Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Ly. di la dalal jàmm ci rajo jigéen ñi gone ak caada ak cosaan. jaajëf maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñëpp di leen sargal ci weeru tedd bi di leen wax ne yàlla ñu yàlla nangul suñu ñaan yëpp ci weer bi. amiin lan nga nu mën a dollil ci yow. Juste que bi maa ngi màggee donc au Rufisque ci famille boo nga xam ne famille ki ci nekk ci bopp bi jàngalekat la suñu papa jàngalekat la woon si bien que ñun ñëpp dañu gëm njàng ñun xale yëpp góor ñi ak jigéen ñi ñëpp lépp loo nga xam ne mën na la jëmale kanam lépp loo nga xam ne mën nga gëstu ba jëriñu ko jëriñ ci sa famille yow ci sa bopp dañ koy def tous les jours dans notre maison suñu sama yaay déggul woon tubaab ni ma ko waxee woon du dégg na ko mais daawu ko làkk je veux dire parce que boo waxee ak moom en français dina xam li ngay wax mu delloo la ko en wolof donc ci ambiance boobu la ñu grandir à Rufisque ma jànge foofu après dem en France sama papa mu nekk ambassadeur en Suisse ñun ñu ngi nekkoon juste à la frontière à Annemasse ñun ñëpp bi ñu amee suñu ay lijaasa ñu ñibbisi ma continuer au lycée Kennedy am sama bac sëy itam commencé odontostomatologie ànd ak sama jëkkër yeggali ji ko à Bordeaux ñibbisi waat fii laa yeggalee sama premier diplôme diplôme d'état en 1975 de chirurgien dentiste après ma am des diplômes de 3e cycle et sciences odontologie def sama agrégation di diriger l'Institut d'odontologie et de stomatologie de Dakar bu bokk ci faculté de médecine et de pharmacie après ki la ma président Abdou Diouf pour ma nekk le ministre du développement social ma remplacer Mantoulaye Guène ma bëgg nag rendre hommage à toutes ces femmes yi nga xam ne ñoo ma jiitu ak ñi topp ci man d'ailleurs parce que ñun ñëpp c'est dans le même élan pour faire changer les mentalités c'est pour investir en la femme pour que la femme sénégalaise nekk benn actrice
de développement moo tax Caroline Faye def li mu def Mantoulaye def li mu def Maïmouna Kane moi-même Aminata Mbengue Ndiaye Aminata Tall Aminata Aïda Mbodj par exemple, Madame Kébé également, elle a eu ce ministère. Et je suis contente parce que dama ci am fierté parce que ku jaar ci ministère boobu rek xam ne ministère yu liggéeykat la. C'était dama daan wax un moment sama yeneen naataango yu góor yi ministère du développement mooy le ministère le plus central du gouvernement. Ministère boobu rek ngay xam ne dara xew na à Tamba à Ziguinchor wala à Dakar fii wala Pikine et Guédiawaye tout de suite agent mi dañuy yéegal information bi nga mën ko partager ak sa yeneen naataango ministre yi. C'est un ministre très 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 bien structuré et c'est dommage que ñu faram-fàcce ko comme cela mu nekk ay petite entité mais moi je ne désespère pas dama yaakaar ne que la politique de protection sociale bi le président Macky Sall tegal dafa delloosi une bonne partie de ces choses-là waxtu may xool madame Anta Sarr wala may déglu li muy wax am na lu nekk ci moom beaucoup des activités du développement social mi ngi ci moom mais au ministère de la santé aussi on a énormément de choses yeneen ministères yëpp mën nañu ñëw renforcer la politique de protection sociale du gouvernement du président Macky Sall donc dama leen ci rek gën a encourager ne leen que il y a que comme cela que l'on peut construire le Sénégal bi ñu soxla. léegi yow ban bët nga am ci ak yelleefu tout tànk yi xale yi ak yelleefu jigéen fu ñu toll ci moom seen bopp am nañu parité ci ñi fal ñi nga xamante ne dañ leen di tabb ndax loolu tax na ba léegi jigéen muy gis boppam ci suñu biir réew. oui mais ban tey des na c'est très bien c'est une excellente chose parité bi ñëpp tàccu nañ ne c'était une bonne chose. waaye dañu ne rek dañu ko jagleel jigéen ñi ràññeeku ci politique par exemple dañ ci exclure jigéenu scientifique. dafa des mais dama yaakaar rek ne bu ñuy dox rek daañu gis ne. wàññi ba gis benn la tàmbale. voilà manque yooyu yëpp daañu ko gis ba nga xam ne daañu ko mën a combler c'est vrai que la loi sur la parité élective ou semi-élective elle s'adresse seulement à cette catégorie. Et à l'époque ñun bi ñu laajee dañu ne qui peut le plus peut le moins boo leen mënee def loolu dara terewu leen yéen ci seen bopp ngeen xool réew mi jigéen ñi nga xam ne am nañ fi kàttan am nañ qualification ngeen boole leen dans le gouvernement ngeen yokk ce petit quota qu'on avait ce matin yenn saa yi 3 la ñu daan nekk li ci daan ëpp 5 la ñu daan nekk femmes dans les gouvernements passés léegi waratul bi ngeen di door yombul woon daal waaw et puis dafa waratul sax loolu daf dul sax nekkati lu jaadu que rek nga former un gouvernement jël seulement le tiers jagale ko ay jigéen et encore tiers boobu la nga leen di jox waxuma ne secteur yooyu amul importance le secteur social mais en fait le social doo ci am dara mënoo liggéey dara dans le social te boolewulu ci économique parce que le social a un coût. ñaar yooyu ñoo ànd donc ñu am na lu ñu liggéey donc nañu góorgóorlu rek ba nga xam ne jigéen daañ ko gën a jox axam muy jigéen buy nekk ci parti politique yi comme jigéen yi nekk dans l'administration jigéen ñi nekk dans la recherche comme jigéen bu nekk ci biir gox-goxaan fu gën a sori ci Sénégal yooyu yëpp dañ koy liggéey par strate loolu noonu lañ ko defee jusqu'à présent il y a pas de raison que mu changer mais besoins yi ñoo changé les besoins lañ daan def ñun suñu temps di ko jagale. ñi naan jamono dox na léegi yeneen i bëgg-bëgg lañu am yeneen i saafara la am na yeneen moyen dañu am tam yeneen moyen il y a énormément de moyens yeneen i jumtukaay yoo nga xam ne le gouvernement mi ngi koy def à la disposition des femmes et des enfants pour les enfants nag am naa man beaucoup de choses à dire parce que bu ñu la politique de l'enfance mënoon nañu def ay programmes yoo nga xam ne dana adresser correctement les problèmes des enfants wax nañu mbirum taalibe yi xale yi nekk dans la rue. ñu ngi ci mbedd mi ba léegi tamit. ba léegi tous les jours bu ñu yelmaan ma ne leen man duma leen jox dara parce que warul leen war nekk fii il est bon que ñu régler ce problème là te dañu war a wax ak les populations ça sert à rien. njaboot yi di téye seen doom yi.
ñoom la ñu war a waxal gouvernement bi rek moom kenn rek mënul régler ce problème là il faut que la population soit consciente te seen doom yëf yi ñëpp la. ñëpp voilà c'est le travail de tout le monde donc ñoom problème yi xale yi ñoom ban tey xam naa ne suñu liggéey gaa des na problème yi jigéen yi dafay dox itam laaj nañ leneen. tamit am nañu ay gàllankoor yoo xamante ne ci suñu caada ak suñu cosaan la wala ñoo xamante ne dañuy sukkandiku jafandu ci benn mbir ci diine bi. fekk sax ne. diine bi du loolu la wax. ndax diine bi néewalul doole jigéen. non ku ko wormaal la ku ko sàmm la fonk ko. on a boo dégloo boo seetaanee télévision yi rek déglu yenn waraate yi di nga xam ne que yow liñ la bëgg a def loolu ce n'est pas normal. dëgg la yàlla tegul loolu. non parce que et les gens le disent nit ñi dañ koy wax te nit ñi dañ leen di déglu bu ñuy chaque fois qu'on a des personnes qui sont érudits en islam et puis dañu disponible waxtu woo leen woowee ñu wuyu la wala loolu leen ci laaj tam ñu jox la la réponse dont vous avez besoin. liggéey ngeen lu bari ak ñoom kilifa yooyu noonu. kilifa aada yi kilifa diine yi de tout temps ba léegi ñu ngi liggéey ñoom. ñu gis la tamit nga am liggéey ak i taxawaay ci organisation internationale di migration ci wàllu li ñuy woowee mbëkk mi. barsax gi. ay bés bi ñu génn delloo si ngeen ay doomu Sénégal yu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk jëlee leen ci waaxili bi indiwaat leen fii noo gisee mbir moomu barsax gi. am métit rek le problème yi dem bi. dem bu jaarul yoon nga ko woowee dem bu jaarul yoon bi loolu nañ ko mën a woowee dafa jaaduwul dafa normal te boo gisee xale yi ñu sax ay xale ay magum jëmm lañu ñi fi ñëw bërki dem boo leen xoolee rek doo leen dégloo rek xam ne seen xol jeex na mais loolu lu ko jar lañu dépensé ak peine ba ñu amee woon fële ci Libye buñ ko defoon fii daañu tekki dara ma bëgg wax ak suñu mbokk yi nga xam ne ñooy seen yaay ñooy seen jigéen ñooy seen mag wala ñooy seen rakk ñu wax ak ñoom ce n'est pas normal jaaduwul ngay dem dëkki jàmbur te amul këyit ñooñu di laajte. noonu nga koy wooy mooy nga ne saraax ci këru jàmbur fekk yëglu woo da ngaa jékki rek ñëw. tout simplement warul il faut que ñu toog waxtaan ci te man di ñeneen bari nañu ñoo nga xam ne ñi ngi liggéey ci migration te disponible nañu pour am waxtaan ci je pense que daañu organiser wu fekk quelque temps daañ ci xam dara mais il faut absolument ñu wax nit ñi ne leen que yoon wi nii la boo bëggee dem migration boo fay dem da ngay am un projet migratoire man gi sama bopp migrante laa woon parce que génn naa fi fukki at pendant 10 ans maa ngi dëkkoon réewu jàmbur mi sama kayit yëpp dafa nekkoon normal ba ma laata dem donc y a pas de raison que ku bëgg dem mën jaar fi nga war a jaar bu ñu tëjee seen frontière ne bëgguñu yow nga ñëw mais dialogueel ak ñoom xaar xam kañ lañ koy ubbi ak ci yan condition lañ koy ubbi en attendant. waaye mënoo forcer rek nga ne buntu kër gi nañ ma ko ubbil damay dem su dul loolu nga jël rajo wala nga jël télévision la neex nga wax c'est pas normal. jàppoon ne tamit ne suñuy réew tamit dafa mel ni suñuy njiit yi dañuy mel ni ñoom ñooy suñuy kilifa ci kër gi ñoom ñoo war a def lépp tamit ba téye ñu ci kër gi gisoo loolu. mais maa ngi koy gis ñëpp ngi ci teg seen bët ci li ñuy liggéey. dafa doyul nag. parce que Paris ne s'est pas fait en un seul jour. mais te Paris moom sax ñu bëgg a dem sax dañu koo liggéey ay doomu réewam ñoo ko liggéey. ba tax ñoom jàmbur yi ñu gis ko bëgg ko kon bu ñu liggéeyee suñu réew rek. ñeneen ñi ñëw suñu réew ñoom tamit. yaakaar naa ko nit ñaa ngi liggéey te bu ñu ci jàppee ñëpp daañu am dara seulement nee naa leen mënuñu joxandoo ñëpp liggéey mais ñi ngi ci yoon wi. gis nañ sax tout tànk yi ak jigéen ñi ci biir mbëkk mi ci dem boobu noonu tukki boobu noonu nga xamante ne jaarul yoon psychologiquement yow noo koy analyser. dama koy rejeter je le rejette je trouve que ce n'est pas normal te su fekkee ne dañ ko def ñooñu ñu ñàkk kilifa lañu amuñu kilifa amuñu xel loolu laa leen di wax. kon ñu yegg ci cëppaandawu émission bi madame Ndioro Ndiaye nga nekkoon fi ministre docteur ñu professeur ñu bàyyi la nga tàggatoo. ok maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp encore une fois ni ma ko commencé rek di leen balu ak yéen ñëpp di leen baal également di leen wax ne leen que am nañu espoir pour tout on a toutes les possibilités ici dëgg nañ toog liggéey suñu réew liggéey suñu dëkk ça va être difficile mais difficile est le chemin la ñu am habitude di wax d'ailleurs. njëriñ mi ngi ci ginnaaw coono. mi ngi ci gannaaw coono te ñun ñëpp bëgg nañu suñu réew mel neneen yokk ni mu yokkoo ni mu gën ko yokk encore te bu yokkoo xale yëpp am liggéey mais xale yi foog ñu jàpp ci
parce que dootuñu ay xale comme cela ku mën a dagg sa billet waxante ak nit jox ko alal bu mel ni bu toll ni bi nga koy jox dem pendant 1 an et demi dans un pays étranger boo nga xam ne wóor na la ni ñooñu buñ waxtu buñ la jàppee yóbbu la kaso nga nekk fa quand même loolu volonté boobu ak détermination boobu boo ko amee fii ci sa gox waxuma ci dëkk réew mi sa gox rek def ko fa nga xool ñu jox la 2 ans ndegam doo soppi sa gox. jaajëfal ko bu baax a baax madame Dioro Ndiaye moo nekkoon suñu gan tey ci émission baatu jigéen ñi di leen jox daje fii ak kay bés incha allah ci beneen émission voix de femme baatu jigéen ñi rédaction di leen jox daje bu juróomi waxtu tegee fanweeri simili seen kóolute mooy suñu sag jaajëfal nañu leen.